Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements, merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour le partage. Surtout merci pour le partage, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais commenter ou tout au moins analyser deux actualités. La première actualité, il y a un deuxième projet d'accord de paix entre Kigali et la République démocratique du Congo qui venait d'être révélé. Et c'est, je pense, il paraît, c'est France Inter qui a publié cela personnellement. J'ai cherché ça sur France Inter, je n'ai pas trouvé. Alors j'ai trouvé ça, c'est Afro Info 243, quelque chose comme ça. Alors, et je vais commenter là-dessus. Et puis, il y a la sortie de Monsieur l'abbé Monseigneur Cholet aujourd'hui pour répondre à Monsieur Jean-Pierre Bemba. Là aussi, je vais commenter. Mais d'abord, il y a Madame Bintou Keïta qui est aujourd'hui, elle devait partir hier, mais je pense que aujourd'hui, elle est partie à Goma. On ne sait pas par où elle va atterrir. Il y a des forces là-bas, peut-être par le Rwanda ou je ne sais pas. Ça, c'est pas le plus important. C'est ce qu'elle va faire là-bas qui est très important. Nous connaissons déjà les positions de Madame Keïta, Bintou Keïta. Donc, moi, je pense que elle va rencontrer d'ici moi Kaniki Nanga, c'est ce que j'ai lu chez Afro Info 243. Mais aujourd'hui, sur Top Congo, il y avait Madame Bouketchou qui disait qu'elle va là-bas pour les problèmes de Wazalendo et de FARDC. Donc, je ne sais pas, il y a un résidu de Wazalendo ou un résidu de FARDC qui sont toujours sous la protection de la MONUSCO. Alors, je ne sais pas. Moi, personnellement, parce que je connais un peu la position de la madame et nous connaissons maintenant la position des États-Unis, nous connaissons aussi la position de la République démocratique du Congo. Tout au moins, d'après cette révélation, nous connaissons maintenant les positions presque de tout le monde. Je peux m'imaginer que ça pourra être aussi question pour les M23 de désarmer, de se faire dissoudre et dans les décamper. Et quel rôle peut-être les Nations Unies peuvent jouer dans ce contexte-là? Hein? Qu'est-ce que les Nations Unies peuvent faire pour garantir la sécurité à ces gens-là? Donc, je peux m'imaginer que ça peut être aussi dans ce sens-là. Parce que maintenant, nous sommes au bout du tunnel. Laissez-moi commencer par là. Nous sommes au bout du tunnel. D'ici, c'est ce que je disais toujours, c'est ce que je m'imaginais. D'ici août, cette situation sera finie. D'ici août, il y aura la paix. Il y aura une guerre intense où il y aura la paix. Mais je dis qu'il y aura la paix d'ici août. Donc, nous sommes au bout du tunnel. Maintenant, tout le monde doit se positionner parce que nous sommes au bout. Il n'y a plus rien à faire. On a tout fait pour cette affaire. Maintenant, soit la paix, soit la guerre. Il n'y a que ces deux options maintenant. Alors, je pense que là, c'est possible que la femme était la madame qui était allée là-bas pour dire, écoutez, vous avez beaucoup joué, mais les choses sont en train de vraiment de devenir difficiles pour vous. Il faut peut-être vraiment trouver des issues. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire et des choses comme ça. Donc, ou peut-être même recevoir un message. Si les gens du M23 veulent envoyer un message au président de la République direct. Alors, c'est possible. Hein? Alors, c'est pourquoi je pense qu'elle est là-bas. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, je voulais dire. Alors, le deuxième projet d'accord est déjà sorti. Alors, dans ces accords, il y a 3 points. Hein? Je pense que cette fuite de RFI, parce qu'il y a les États-Unis qui ont fuité par Reuters, alors je pense que la fuite de RFI vient d'Olivier Ndungihire ou Ndunguhire. Donc, je pense que ça vient d'Olivier, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. C'est peut-être les Rwandais qui ont fait fuiter cela.
Alors, dans leurs points, il y a 3 points à l'ordre du jour pour les négociations. Là-bas, il y a 3 points. Le premier point, c'est que ça, c'est peut-être la demande de la République démocratique du Congo. Il y a la signature. Il faut y avoir retrait conditionnel du Rwanda du territoire congolais. Donc, le retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais. Et puis, du côté de Rwanda, ils disent qu'il faut qu'il y ait la levée de l'état d'urgence dans le Nord Kivu. Qu'est-ce que l'état d'urgence a à voir avec le Rwanda? Alors, je vais vous expliquer cela. D'abord, vous connaissez qu'à Kinshasa, c'est maintenant que ça m'étonne. À Kinshasa, tous les députés du moins de la législature passée, tout le monde réclamait toujours il faut la lever de l'état de siège. Il faut la lever de l'état de siège. Même les Paloukou qui est au gouvernement maintenant. Même les Paloukou qui est au gouvernement maintenant. Comment il s'appelle? Les Julien Palou. Tous ces gens-là demandaient il faut lever les... Maintenant, je comprends que cette histoire, ce sont les Rwandais qui étaient derrière cette histoire. Et pourquoi? Parce que James Kabarebe, suivez les interventions de James Kabarebe dans les forums là-bas au Rwanda. Son explication pourquoi la guerre a commencé. Lui, il dit, depuis qu'on avait nommé les généraux Ndima, quand la guerre a commencé et qu'on a déclaré l'état d'urgence, on a nommé les généraux Ndima. Alors, il s'est dit, lui, il connaît les généraux de Mobutu. Donc, je ne sais pas si le général Ndima, c'est un général de Mobutu, tout ça. Alors, il dit, depuis qu'on a nommé ces généraux-là, et moi je connais ces généraux-là, je connais comment les généraux de Mobutu les ont traités, je ne sais pas quoi. Alors depuis tout ce temps-là, il a compris que le Rwanda est en insécurité. C'est pourquoi le Rwanda devait faire quelque chose pour empêcher qu'il y ait assez de généraux de Mobutu qui viennent dans cette région de l'Est. Ça, c'est James Kabarebe qui l'a dit. Donc, vous comprenez que beaucoup de gens qui s'opposaient et à M. Ndima et beaucoup de gens qui s'opposaient à l'état de siège, les gens de l'Est, étaient vraiment manipulés par le Rwanda. Donc, parce que c'est l'une de leurs demandes. Autrement dit, le Rwanda veut toujours étendre sa domination, son influence sur la partie Est de notre pays. D'ailleurs, c'est ce que les gens comme, comment il s'appelle, Tite, les Rwandais congolais, je m'imagine, parce que lui, il est au Rwanda, c'est ce qu'ils disent. Kivu, Bukavu est beaucoup plus loin de Kinshasa que du Rwanda, donc Kivu devait être sous l'influence du Rwanda. Alors maintenant, je comprends pourquoi beaucoup de gens s'opposent à cette histoire de l'état d'urgence, parce que ça gênait leurs intérêts, ça gênait le Rwanda. Ça gênait le Rwanda. C'est la même chose maintenant dans l'Ituri. Alors, vous comprenez, ils demandent qu'on enlève ça. Alors, est-ce que maintenant l'État congolais veut enlever cela? Non. Parce que dans l'air, ils ont aussi demandé que ces parties de la République soient pendant 8 ans. Pendant 8 ans autonomes. Que c'est ce qui a acté une balkanisation de la République démocratique du Congo. L'État congolais ne pourra jamais accepter cela. Alors, maintenant, après l'accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et le M23, c'est alors seulement que l'accord entre le Rwanda et la RDC peut être aussi. Là aussi, c'est le Rwanda qui demande que avant qu'eux ils signent l'accord de paix avec la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo doit d'abord signer des accords de paix avec le M23 AFC. Ça confirme encore une fois que les M23 AFC sont tout simplement des patins du Rwanda. Alors vous comprenez pourquoi maintenant la République démocratique du Congo est en train de bloquer ces accords, parce que ces gens-là, ils sont en train de rouler, pour le Rwanda. C'est le président qui disait pourquoi ne pas discuter directement avec le parent au lieu de discuter avec le pantin, parce que quand tu discutes avec le pantin, il va simplement
amener les doléances ou tout au moins les cahiers de charge du parent. Alors, ça, c'est que les gens du M23 ordonnent. Alors, nous connaissons déjà les positions de la République démocratique du Congo parce que dans la fuite qu'il y a eu des États-Unis, hein, des États-Unis dans Reuters, nous connaissons que les gouvernements congolais, tout au moins, ne veut pas faire des compromis ne veut pas se compromettre, ne veut pas faire des compromis un compromis qui va mettre en mal l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Donc, ils ont insisté sur ce fait. Il faut respecter l'intégrité territoriale et il faut respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo. Alors, toutes les puissances militaires non invitées doivent quitter la République démocratique du Congo. Alors, dans cet accord-là, j'ai lu, il n'y a que seulement quelques résidus, les gens qui seront peut-être affectés dans les contrôles contre les FDLR doivent rester sur le territoire congolais. Alors, il y a retraite d'à peu près 7 000 à 12 000 hommes de troupes rwandaises, militaires, munitions et armes doivent partir. Et puis, désarmement, cantonnement et retrait du M23 des territoires, la notion de redevabilité, ça veut dire tout simplement que pas d'impunité, pas d'amnistie et pas de brassage-mixage. Alors, mais les gouvernements, d'après ce que j'ai lu dans Reuters, a dit oui à la participation aux négociations ou au dialogue inclusif pour les M23. Donc, voilà. Maintenant, à cause de cette déposition, les États-Unis ont tranché. Maintenant, nous connaissons, ça, il y a la position du Rwanda, il y a la position de la République démocratique du Congo. Les États-Unis, ils ont regardé cela et puis ils ont tranché. Alors, qu'est-ce que les États-Unis ont tranché? Les États-Unis ont dit que le Rwanda doit retirer ses troupes avant tout accord de paix. Donc, tout ce que le Rwanda est en train de dire là-bas, avant tout accord de paix, il faut retirer les troupes, armes et munitions de la République démocratique du Congo. Maintenant, d'ailleurs, j'ai lu comme quoi ça doit être fait d'ici le 15. D'ici le 15 juin, ça doit se faire. Donc, le Rwanda doit s'exécuter d'ici le 15 juin. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est la Chala News ou ailleurs, ou chez Moubenga. C'est comme si les Rwandais sont en train de faire entrer de militaires maintenant, là, en République démocratique du Congo. Alors, on va savoir comment ça va se passer. Alors, les Américains et même ont donné aussi des injonctions aux Rwandais. Ce sont eux qui doivent s'occuper du désarmement et obliger aussi les M23 AFC de se retirer de tous les territoires qu'ils contrôlent. Ça aussi, c'est les États-Unis qui ont tranché comme ça. Alors, et tout cela doit se faire d'ici là. D'accord. Et puis, après, c'est possible que les accords de paix soient signés d'ici le 15 juin ou peut-être plus tard. Pour nous qui sommes, vous savez, nous aimons, les mois de juin, c'est toujours bien pour nous. Donc, vous comprenez, ça peut aller d'ici maintenant jusqu'au 30 juin, nous sommes toujours dans les bons. Donc, il n'y a rien. Nous sommes au bout du tunnel. Ça doit arriver, ça doit arriver. Alors, les Américains disent aussi, si le Rwanda ne se retire pas, les États-Unis vont se retirer de l'accord qu'ils ont signé d'investissement entre le Rwanda et les États-Unis. Ils vont se retirer. Ça, c'est la première sanction, mais il y aura beaucoup d'autres sanctions qui vont suivre. Alors, vous savez, ça, c'est seulement une note personnelle concernant les États-Unis. Vous savez que Donald Trump disait toujours qu'il pouvait finir la guerre là,
la guerre en Ukraine en 2 jours. Ça, c'est une guerre que les États-Unis peuvent vraiment finir en 2 jours. Et vous savez, vraiment, le Rwanda n'est pas une puissance militaire comme la Russie ou même une puissance économique. Il faut tout simplement retirer le Rwanda du système SWIFT. Et cette histoire est finie. Seulement le système SWIFT. Cette histoire est finie. Donc, on peut tout simplement faire ça et puis c'est fini. On peut aussi vraiment seulement, comme les États-Unis le font souvent, passer une loi. Ils sont sous sanction, il n'y a plus de commerce entre le Rwanda et tout le pays qui commerce avec le Rwanda tombe sous les sanctions américaines. Je vous assure, le Rwanda sera tout de suite asphyxié. C'est fini. Donc, il n'y a même pas beaucoup d'efforts à faire. C'est une guerre qu'on peut finir en deux jours, cette guerre ici, si les États-Unis le veulent. Alors, comme les États-Unis nous sommes au bout du tunnel. Je répète, nous sommes au bout du tunnel. Parce que je ne vois plus, de tergiversations, je ne vois plus les États-Unis ont pris position. Je venais de vous lire la position. C'est maintenant le Rwanda qui doit réagir à la position américaine. Alors maintenant, parlons de réaction. Il y a monsieur Olivier Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui a réagi à propos, je venais de dire qu'ils ont fuité aussi chez RFI, donc ils étaient en train de réagir sur la fuite des Reuters. Mais là, tu peux sentir déjà vraiment qu'il est complètement dégonflé, il est complètement prêt à jeter l'éponge, c'est quelqu'un qui pète les plombs. Parce qu'il dit tout simplement qu'il est en train de condamner les États-Unis et qu'il condamne la fuite des informations qui peuvent pour la paix et qui peuvent vraiment compliquer le processus de paix. Moi, je m'imaginais que comme il pète les plombs, il va dire tout simplement, nous, on coupe les relations diplomatiques avec les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant aussi manipulés, ils sont aussi instrumentalisés par la République démocratique du Congo. Alors, c'est ce que moi, je pensais. Vous voyez comment l'orgueil... Quand la Bible dit l'orgueil vient avant la chute, vous voyez comment les gens se dégonflent. Pourquoi? Parce qu'ils sont au bout. Ils sont au bout. Et parce qu'ils sont au bout, j'ai vu aussi que Kagame serait introuvable pour les gens qui observent la situation à Goma. Je dis serait parce que moi je ne sais pas s'il est vraiment à Kigali ou il y en a qui disent qu'il serait gravement malade, je ne sais pas. Hein, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas aller signer les accords, tout ça. Alors, j'ai dit, les accords donnent 100% raison à Tshisekedi, donc lui, il ne veut pas se mettre dans cette position de s'humilier, dans cette position d'être perdant et des choses comme ça, donc il ne veut pas aller peut-être à Washington pour signer les accords. Alors il s'est fait malade. Alors, le problème est que même il se faisait malade, quelqu'un doit le représenter là-bas. Alors, et vous savez, quand Kabila disait toujours que nous, on est en train de pleurnicher, oh, nous sommes faibles, en train de pleurnicher. Demandez à Kabila là où il est. Parce que quelquefois, on utilise les mots pleurnicher, tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire. Entre nous et les Rwandais, qui sont en train de pleurnicher. Est-ce que les Rwandais sont maintenant très faibles? Est-ce que le pizzaman est en train maintenant de rouer de coups? Je ne sais pas. Hein? Des coups au niveau du foie. Il donne des coups au niveau du foie et M. Kagame n'arrive plus à respirer. Les pizzaman ou les taximan, ça il faut demander à Kabila. Il faut demander à Kabila. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train en train de pleurer, en train de pleurnicher. Partout, on trouve maintenant la République démocratique du Congo en train d'axifier ou en train d'être instrumentalisée ou de manipuler. On manipule même les États-Unis. C'est que nous sommes déjà quelque part. La vraie question est de savoir tout simplement, est-ce que les militaires rwandais partiront ou partiront pas d'ici le 15 juin ou d'ici le 20 juin?
Alors, ça, c'est la question que nous, on observe parce que nous sommes au bout du tunnel. Il n'y a plus rien à faire. Les États-Unis ont pris position. Nous connaissons maintenant ce qu'il y a, les positions des uns et des autres. Maintenant, on doit signer cet accord-là et c'est fini. Les gens qui doivent partir doivent partir. Les gens qui doivent rester. Mais la question est tout simplement de savoir, est-ce qu'ils vont partir? Alors, c'est comme je venais de lire, nous les saurons d'ici le 15 juin, parce qu'il est prévu qu'au département d'État, comme pour l'accord de principe, les deux ministres des Affaires étrangères vont signer ensemble. Et après, c'est seulement que les deux chefs d'État vont aller au niveau de la Maison-Blanche pour signer les deux accords, avoir les zigzags diplomatiques ou les zigzags du Rwanda doivent vraiment maintenant cesser parce qu'on est au bout. Alors, nous allons droit maintenant soit à la signature des accords, soit à la guerre totale entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ou tout au moins à des sanctions vraiment contraignantes contre le Rwanda. Vous savez, j'étais en train de penser au dégonflement d'Olivier Nduhungirehe face à Madame Kwaïkan. Je vais continuer, mais je dois faire une petite sortie ici parce que je me rappelle de quelque chose tout à l'heure. C'est pas facile pour un homme comme Olivier Nduhungirehe de se retrouver toujours devant Madame Kwaïkan. J'en sais quelque chose. Surtout quand c'est une femme forte, de caractère, intelligente, je vous assure, c'est pas facile. C'est pourquoi ces dégonflements-là. Souvenez-vous que l'ancien représentant du Rwanda aux Nations Unies a quitté. C'est pas facile. Tout simplement pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Quand j'ai commencé à faire mon doctorat ici, alors généralement il y avait ce qu'on appelle Forum Forschung, qui veut dire tout simplement c'est un forum de chercheurs. Alors tous les chercheurs se représentent là-bas, il y a des femmes, il y a des hommes, et chacun doit présenter son projet, ses recherches, et après les autres chercheurs vont poser des questions. Je vous assure, c'était un exercice, si tu n'as pas mangé, tu risques de fuir. D'abord, il y a les professeurs qui commencent, et puis chacun doit passer, et ça se faisait pendant 2 jours successifs, de 9h à 18h, 9h à 18h. Alors, une fois, c'était la première fois quand je suis allé dans ce forum, j'avais préparé mes choses, j'ai présenté, je t'assure, il y avait des hommes qui m'ont même laissé un peu respirer. Les femmes, là, elles ramassent ton sujet, elles tournent cela, elles posent des questions et tout ça. Quand j'ai fini, j'étais assis dans ma voiture en train de rouler. Je suis un homme de foi. C'est quelqu'un qui souvent, quand je suis dans la voiture, je prie et des choses comme ça. Je t'assure, c'est comme si la terre était finie pour moi. Je voulais prier, j'ai pas envie. Je voulais chanter, j'ai pas envie. J'étais seulement en train de penser à ces femmes-là. Je me sentais humilié. Je me sentais tellement elles étaient fortes, intelligentes. Je t'assure, c'est retrouver avec des femmes comme ça, comme Madame Kwaïkwamba, régulièrement. C'est pas facile. Je peux comprendre pourquoi Olivier Nduhungirehe complètement dégonflé, parce que ce sont des femmes intraitables. Elles connaissent les sujets. Tu viens avec ça, elles tournent, et tu rentres là-bas et tu tournes. À la fin du compte, tu te dis tout simplement, I give up. Vous comprenez? Alors, je connais de quoi je parle. C'est pourquoi quand je parle de dégonfler là, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai un grand respect pour ces genres de femmes. Se retrouver avec Madame Kwaïkwamba régulièrement, c'est pas une mince affaire. Vous voyez même sa posture quand tu regardes là. Toi-même, tu peux même faire dans les habits. Si tu n'es pas un homme, tu fais dans les habits. Moi, je sais de quoi je parle. Parce que j'en connais comme ça qui m'ont vraiment complètement mis en mal. Alors, c'est pourquoi, M. Nduhungirehe, il faut faire attention parce que tu risques aussi de fuir comme celui-là des Nations Unies. Alors, là, une autre chose que je pense que si Kagame signe ou Kagame ne signe pas, cette fois-ci, Kagame va payer un prix.
Donc, les temps où Kagame venait nous imposer sa volonté, c'est ce que Mme Kaikwamba a dit, Wagner. Les Rwandais ne peuvent pas nous imposer sa volonté. Donc, cette fois-ci, tu ne peux pas imposer ta volonté. Alors, parce que toi, et d'ailleurs, c'est Mme Kaikwamba qui l'a dit, le Rwanda était habitué à manipuler tout le monde, à se victimiser, à manipuler tout le monde, manipuler l'Union européenne, manipuler l'Union africaine, manipuler les USA, manipuler. Donc, lui, il pensait que vraiment, les Rwandais peuvent tout faire, on ne va jamais les punir, et comme ça, ils se sont radicalisés. Alors, madame a dit, non, cette fois-ci, c'est fini. Cette fois-ci, c'est fini, cette fois-ci. Il faut qu'on arrive maintenant à punir le Rwanda. Et moi, je pense que le Rwanda sera d'une façon ou d'une autre, cette fois-ci, puni. Alors, c'est pour cette raison, maintenant, comme M. Kagame disait tout de suite, go to hell, go to hell. Je vous avais dit ça. On va voir maintenant si vraiment il aura les gâtes d'aller dire au président américain, go to hell. Imaginez Elon Musk. Ils ont eu un peu de squabble, je ne sais pas comment on dit, un peu de querelle avec Trump. Là. Oh non, je t'ai vu sur les listes d'Epstein. Oh, il a eu des menaces. Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, il est venu demander pardon. Alors dites-moi si Elon Musk, qui n'a vraiment, avec tout le pouvoir qu'il représente militaire, économiquement, et même il peut s'acheter un pays, et même tout ça, a peur de Trump, à plus forte raison, un certain Kagame. C'est pour cette raison même le président de la République doit comprendre ça. Il a le pouvoir. Le pouvoir, quand vous avez le pouvoir comme celui que le président de la République a entre ses mains, il peut vraiment amener la Senko à s'agenouiller et demander pardon. Je vous dis vrai. Alors, ça me conduit à parler de la Senko parce que la Senko a fait une sortie aujourd'hui. La Senko a fait une sortie aujourd'hui. Alors, pardonnez-moi, la Senko a fait une sortie aujourd'hui. Alors, la première sortie de la Senko a utilisé les mots ineptie. Alors, la Senko a utilisé le mot ineptie, qui veut tout simplement dire des bêtises, de sottises, ou des mots qui ne donnent pas vraiment, qui ne sont pas, qui sortent de quelqu'un qui n'est pas intelligent. Alors, vous savez, en utilisant les mots ineptie, moi je pense que la Senko, parce que souvent on les appelle les princes de l'église, donc ce sont des gens qui se croient vraiment supérieurs à nous autres, de par leur éducation et tout ça, donc ils voulaient montrer qu'ils sont beaucoup plus éduqués peut-être que Jean-Pierre Bemba. Ok, je vous concède cela, moi c'est pas un problème. Mais quand vous utilisez les mots ineptie, et vous utilisez les mots allégation récurrente, gratuite et non fondée. Donc, j'ai fait un lien entre le mot ineptie et les mots allégation récurrente, gratuite, non fondée. Alors, ça veut dire, c'est à cause de cela que tout ce que Jean-Pierre Bemba a dit sont des inepties parce qu'il a fait des allégations, ça veut dire des déclarations qui ne sont pas fondées dans le fait. C'est ce que vous voulez dire. Et ces déclarations sont gratuites parce qu'elles n'ont pas fondé dans le fait. C'est pour cette raison, pour vous, ce sont des bêtises. Moi, je ne sais pas. Pour moi, ce sont de faits. Les choses que je vais citer, pour moi, sont de faits. C'est un fait que Monseigneur Mouteba a dit qu'on vous a soutenu financièrement par le Rwanda. Ça, c'est un fait. Ok, je ne sais pas, mais Monsieur Boujakera est notre témoin. Donc, on vous a payé les billets
où on vous a donné de l'argent et lui-même l'interview est là. Ça, c'est un fait. Donc ça, ce n'est pas ineptie, ce n'est pas une sottise. Des deux, vous êtes allé au Rwanda, vous êtes allé au Kenya, vous êtes allé à Paris, vous êtes allé aux Nations Unies, vous êtes allé à Luanda, vous êtes allé au Congo, Brazzaville. Question, pour que vraiment pour moi, pour que ça ne soit pas des inepties pour moi, ou même ceux que vous dites ne sont pas des inepties. Qu'est-ce qui a vraiment des inepties dans ce que M. Jean-Pierre Bemba a dit sur la Senco? Parce qu'il ne faut pas confondre la Senco avec l'Église catholique. La Senco n'est pas l'Église catholique. La Senco n'est pas... Surtout la Senco représentée par quelqu'un comme M. Mouteba, quelqu'un comme M. Scholl, quelqu'un comme M. Ambongo, quelqu'un... L'ECC représenté par M. Senga. Ce n'est pas l'Église catholique, ce n'est pas l'Église protestante au Congo. Donc, quand vous commencez à dire cela, est-ce que M. Scholl peut nous donner de la transparence? Il n'y a pas de la transparence. Vous êtes des hommes de Dieu, vous portez des robes blanches, mais montrez-nous pas vraiment clair et net que vous n'êtes pas financé par une autre organisation. Dis-nous d'où viennent vos finances, qui vous a ouvert les portes de la présidence du Rwanda, comment vous avez, qu'est-ce qui est arrivé, comment vous êtes arrivé là-bas? Alors, il faut nous le dire, parce que tant qu'il y a de l'obscurité sur ces sujets-là, ça nous pousse à spéculer. Alors, quand on spécule, vous appelez ça des inepties. Alors, la faute à qui? Est-ce que la faute aux gens qui spéculent ou la faute aux gens qui se croient avoir une certaine moralité, mais ils ne prouvent pas cette moralité-là? Alors, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi vous ne condamnez pas le M23. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi vous ne condamnez pas la présence de Kabila à Goma. Alors, où est l'ineptie dans ce cas-là? Vous ne condamnez pas Kagame. Où est l'ineptie? Au contraire, vous dites, vous êtes des pasteurs, vous voulez ramener les Kagame. Je ne sais pas où est l'ineptie. Donc, vous prenez des gens pour des cons. Vous voulez mettre un lion avec une antilope ensemble. Ben, parce que vous êtes des pasteurs. Un lion et un mouton ensemble. Et vous dites, est-ce que c'est possible? Ou même, comment là, un requin blanc. Avec je ne sais pas quoi, là, comment les animaux là, que les requins blancs attrapent comme ça. Et vous voulez les mettre ensemble, quelle sagesse. Alors, c'est à vous de poser des questions. Où est votre innocence? Parce que je ne vois pas de l'innocence ni chez vous, ni chez M. Mouteba, ni chez Moussa Mbongo. Au contraire, je vois seulement de l'hypocrisie. Alors, quand on dit que vous avez comploté pour tuer le président de la République, vous vous emportez, vous dites non, des choses comme ça. Ou ce sont des inepties. Alors, apportez des preuves que vous n'avez pas comploté avec Kabila, avec Katumbi pour tuer le président de la République. Apportez-les. Oh, Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il a encore dit, ce monsieur-là? Alors, il a encore dit que les allégations de monsieur Jean-Pierre Bemba compromettent le climat de confiance. Alors, je ne sais pas, parce que le mot confiance crédite au crédit, je ne sais pas pourquoi quelqu'un comme moi, je peux faire crédit ou je peux vraiment faire confiance à une organisation aussi mafieuse, aussi obscure que la Senco et ceci. Alors, c'est comme monsieur Jean-Pierre Bemba a dit, des politiciens à robe. En quoi on peut vous faire confiance? Alors, je donne tout simplement un exemple. Après cette histoire de, comment ça s'appelle, de financement occulte que vous avez reçu, on ne sait pas d'où vient l'argent et tout ça, vous êtes allé chez
chaîne Télé 50. Vous avez fui Top Congo. Pourquoi? Parce que Thierry Kambundi avait dit à cette époque-là qu'on ne peut plus vous faire confiance parce que vous êtes des politiciens, vous agissez comme des politiciens. Si vous étiez courageux, pourquoi vous n'êtes pas allé directement chez Thierry Kambundi et vraiment lui opposer au moins, ou tout au moins être transparent avec lui? C'est chez Thierry Kambundi que vous, M. Scholl, vous avez dit qu'il y aura un homme qui va venir. Lui, chez lui, c'est là que vous avez dit cela. C'est vous qui avez dit qu'il y a une haine contre les swahiliphones. C'est vous qui avez dit, M. Scholl, que non, vous organisez pour... Ça, c'est pour qu'une autre personne vienne prendre la présidence de la République, je ne sais pas quoi. Et après Tshisekedi, on organise ça, après Tshisekedi, des choses comme ça. C'était tellement clair dans vos agissements, dans les choses que vous faites, comment vous dans le monde entier en train de parler du mal de président président Tshisekedi. Et maintenant, vous demandez encore la confiance. On ne pouvait pas vous faire confiance. Je ne sais pas comment on peut faire confiance à l'ECC, à Senko ECC, après tout ce que vous avez, vraiment le mal que vous avez rendu à notre pays. Depuis, dis-moi quelles sont les négociations que vous avez faites qui ont abouti à quelque chose. Alors, on ne peut pas vous faire confiance parce qu'il y a des signes. Il faut nous donner vraiment alors de signes clairs que vous ne complotez pas contre la République. Alors, vous avez aussi dit que non, mais lui, il ne veut pas, cette sortie médiatique, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas le courage d'accepter la voie pacifique que vous proposez. Et alors, le problème avec votre voie pacifique, c'est que vous parlez d'un dialogue inclusif qui va amener les gens à faire des compromis, et ces compromis-là sans justice. Vous dites vous-même, la justice élève. Vous avez même utilisé le mot justice, c'est pourquoi... Alors, c'est la justice qui élève une nation. Alors, depuis tout ce temps ici jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les accords, on fait des accords pour absoudre les gens et les mêmes choses reviennent. Vous qui n'avez pas condamné Nanga, vous qui n'avez pas condamné Bissuma, Nikita et tout ça, vous demandez des accords inclusifs pour absoudre ces gens-là qui ont tué, violé, pillé. Et vous demandez, vous dites, vous n'avez pas le courage. Est-ce que c'est vraiment ces Jean-Pierre Bemba qui doit avoir le courage? Pourquoi vous n'avez pas le courage de condamner le Rwanda? Vous n'avez pas le courage de condamner les gens du M23? Ça c'est du courage. Un pasteur, quand vous dites un homme est prophétique, parce qu'il paraît que vous lisez la Bible, hein? Moi aussi je la lis, je ne suis pas très sûr que vous lisez la Bible, mais un prophète, c'est celui qui dit les choses telles qu'elles sont. Alors, maintenant, il y a les rapports de l'ONU, il y a les rapports maintenant, même les États-Unis, il y a les vidéos de NBC. Pourquoi M. Scholl et la scène qu'on ne sortent pas pour dire enfin, nous condamnons l'agression de notre pays? Vous voulez amener tout simplement les histoires de compromis. Alors, un compromis sans justice pour absoudre les criminels et partager le pouvoir. Voilà. Alors, moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est dans l'histoire de l'Église catholique. Vous êtes habitués à être toujours dans le cercle du pouvoir depuis toujours pour faire des absolutions, recevoir des cadeaux, recevoir des cathédrales, recevoir des terrains, recevoir les gens qui ont tué. On vous construit, les Monseigneur Willy de Goma, on vous construit une cathédrale parce qu'on a tué tout à coup les gens qui ont tué sont devenus des saintes. On vous donne un terrain, oh c'est pour Marie, oh vous êtes devenus de saints. Ils sont devenus de saints. Arrêtez. Normalement, vraiment, si le président de la République donne ces gens, ces dialogues, si tout chaud les mêmes, quand je le vois, il incarne le mal. Vous ne voyez pas? Il incarne le mal. C'est vraiment un pharisien. Tombeau blanchi. Que le Seigneur nous bénisse. Ces gens-là m'énervent. Oh, yeah.